Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Eh bien, les duos sont constitués, les grands discours approchent, la campagne électorale américaine est toujours aussi passionnante et dans un contexte totalement inédit. Hier, Joe Biden a donc choisi sa colistière. Elle s'appelle Kamala Harris, sénatrice de Californie. Elle a 55 ans, origine jamaïcaine et indienne. Elle serait la première femme vice-présidente, première noire également, si Biden était élu. C'est une femme méchante, horrible et irrespectueuse, répond le camp Trump. Le président sortant reste à la traîne dans les sondages. Il traîne ses boulets également, au premier rang desquels sa gestion du Covid. Le cap des 5 millions de malades aux États-Unis a été franchi ces derniers jours. Plus d'1 million de malades en une quinzaine de jours. Le chômage reste à un niveau élevé. L'effet de la mort de George Floyd n'est pas retombé. Alors quelle carte Trump, ce diable d'homme, a-t-il encore en main ? Élection américaine, Trump peut-il encore s'en sortir ? C'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, 5 invités. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale au Journal du Dimanche. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste des États-Unis. Parmi vos ouvrages, il y a Géopolitique des États-Unis. C'est aux éditions Erol. Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez notamment écrit La fin du rêve américain chez Odile Jacob et vous publiez une chronique mensuelle sur la politique américaine dans le magazine Rolling Stone. Elsa Conessa, rédactrice en chef aux Échos, ancienne correspondante aux États-Unis. Et puis en duplex de Washington avec nous, Célia Belin, chercheuse invitée à la Brookings Institution et auteure de ce livre « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Donald Trump ». C'est chez Fayard, Fondation Jean Jaurès. François Clémenceau, comment analysez-vous le choix de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden ? Je dirais que c'est un choix raisonnable. Ce n'est pas forcément le choix du cœur, mais c'est pour Joe Biden la possibilité, j'allais dire, de mobiliser son camp. Je crois que le calcul qui était le sien était de se dire, est-ce que je prends quelqu'un qui va aller séduire les électeurs républicains déçus par Trump, ou est-ce que je prends quelqu'un qui va remobiliser le camp démocrate pour avoir le maximum de mobilisation et de voix dans les urnes le 3 novembre. Et c'est vrai qu'avec Kamala Harris, il a justement cette possibilité-là, parce que même si elle n'est pas d'un État du Midwest, qui aurait été évidemment une tentation facile pour les électeurs de cette région, c'est une Californienne qui est un fief démocrate depuis des décennies, mais elle a un profil de centre-droit qui rassure une partie du centre du Parti démocrate. Et en même temps, du centre, oui, c'est-à-dire, c'est pas... Si vous voulez, parmi les autres candidates à la vice-présidence, dont la liste était connue, il y avait un certain nombre de profils beaucoup plus progressistes ou radicaux, comme on dirait aux États-Unis, notamment Elizabeth Warren, par exemple. Et je crois que le choix de recentrer et en même temps de prendre une femme de couleur est évidemment un très fort appel pour l'électorat afro-américain qui s'était démobilisé pour Hillary Clinton. Et ça lui avait coûté son élection. Et là, je crois que l'idée est vraiment de fédérer, de rassembler et de mobiliser. Et que Kamala Harris, 55 ans, presque 22 ans de moins que Joe Biden, ça compte. Il y avait la possibilité d'avoir des candidates plus jeunes, beaucoup plus âgées. Il a fait le choix d'une femme d'expérience qui a l'avenir devant elle et qui pourrait évidemment lui succéder en cas de pépin, mais surtout, après son premier mandat, elle a le profil de quelqu'un qui a à la fois de l'expérience, elle est allée au Sénat, c'est une ancienne procureure, c'est une ancienne ministre de la Justice de Californie, c'est quand même l'État le plus peuplé des États-Unis, bref, ça fait quand même beaucoup de cartes en main, beaucoup d'atouts, mais attention, il y a aussi des handicaps, et personne n'est à l'abri d'avoir des défauts, des handicaps, et on voit déjà comment les républicains sont en train de l'attaquer. C'est vrai que vis-à-vis de l'électorat démocrate, sont passées de femmes dures sur le plan du crime, de la loi, de la justice, pourrait déconcerter une bonne partie de la jeunesse noire américaine qui, dans cette période troublée que l'on vit après la mort de George Floyd, pourrait estimer que c'est plus une policière qu'une indulgente. François Clémenceau faisait référence à Hillary Clinton. On a, avec Kamala Harris, un profil beaucoup moins clivant. Oui, c'est vrai que, comme le disait François Clémenceau, il y a un enjeu de mobiliser l'électorat africain-américain, mais aussi l'électorat féminin, qui a manqué à Hillary Clinton en 2016 et qui a pu la faire perdre à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix près dans certains États clés. Mais il y a aussi un enjeu de représentativité de la diversité de l'Amérique qui est incarné par Kamala Harris et c'est un message très symbolique contre l'Amérique de Trump. Une Amérique plutôt patriarcale, blanche, fermée sur elle-même, qui refuse le multiculturalisme et qui ne prend pas acte des
de la diversité de l'Amérique et de l'évolution de l'Amérique. Et Biden, il a bien compris aussi qu'en 2018, aux élections de mi-mandat, il y avait un nombre record de femmes, et notamment de femmes issues des minorités qui ont accédé au Congrès. Et donc, il y a un élan à la fois de la part des nouvelles militantes, des nouvelles élues, mais aussi dans la population. Et les femmes diplômées du supérieur en particulier, vivant dans les banlieues résidentielles, c'est un électorat que Trump est en train de perdre et que les démocrates ont envie de mobiliser à plein. Et qu'on cherche à capter comme ça. Femme, 22 ans de moins, on le disait, que Joe Biden, métisse, un peu plus à gauche, ex-procureur général de Californie, première femme et première noire à occuper ce poste en Californie. C'est une colistière complémentaire ou c'est une colistière qui ressemble beaucoup à Joe Biden ? Un peu des deux en réalité, un peu complémentaire parce que c'est ni un homme, ni une blanche, ni quelqu'un qui a 70 ans à Elizabeth Warren. Là, on aurait vraiment été sur la même longueur d'onde. Et en même temps, il y a quelque chose qui est relativement proche de Biden, c'est-à-dire que c'est le choix le moins surprenant. C'est quelqu'un qui est modéré, qui est pragmatique, qui n'a pas une ligne idéologique très identifiée. C'est aussi ce qui lui a été reproché, qu'on ne sait pas trop sur quelle ligne elle est. C'est pas Bernie Sanders, c'est plus fluctuant parfois, et en même temps, c'est plus modéré que certains autres, et donc c'est un spectre plus large, et donc de ce point de vue-là, c'est plus habile. Elle lui apporte quoi ? Qu'est-ce qu'elle apporte à Joe Biden, Kamala Harris ? Alors, on a parlé de l'électorat féminin, qu'est-ce qu'elle lui apporte d'autre ? Il me semble que, clairement, sa couleur de peau. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez marquée politiquement. Elle est clairement pas dans la mouvance de la nouvelle gauche AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, ou Bernie Sanders, mais elle est quand même effectivement un peu plus dure sur les sujets de sécurité. Elle est contre le démantèlement des géants de la tech, par exemple, ce qui n'est pas une position, une position facile en ce moment. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'il l'a choisie pour séduire un électorat qui a effectivement fait des fois Hillary Clinton il y a 4 ans et qui avait permis la victoire d'Obama en 2008 et en 2012. La question c'est est-ce que les minorités vont aller voter ? C'était le pari qu'avait fait Hillary Clinton il y a 4 ans, et en fait les minorités ne se sont pas déplacées. Est-ce que les Afro-Américains vont considérer qu'elle est l'une des leurs ? C'est pas non plus évident parce qu'elle est indienne et jamaïcaine. Absolument, donc elle joue beaucoup sur cette carte-là, le busing, etc. Soi-disant, quand elle était enfant, elle a bénéficié des mesures pour sortir les enfants des banlieues noires pour les amener vers les écoles blanches, mais son père était prof à Stanford quand même. Donc, je ne suis pas certain que ce discours séduise complètement l'électorat afro-américain des Black Lives Matter. Célia Belin, vu de Washington, ça suscite, ce choix-là, un enthousiasme au-delà des militants démocrates. C'est un moment important de la campagne ? Alors, je pense qu'il ne faut pas se tromper et mélanger la petite histoire et la grande histoire. Et la petite histoire, c'est qu'en effet, Joe Biden n'a pas fait le choix d'une candidate telle que Elizabeth Warren, qui serait davantage progressiste, qui serait le reflet des évolutions des démocrates sur les questions de société, les questions économiques. Mais après, la grande histoire, celle que l'on retiendra, c'est qu'en effet, c'est seulement la 3e femme sur un ticket présidentiel et surtout la première femme de couleur. Première femme de couleur métisse, non seulement noire, mais métisse, de parents immigrés. Et c'est également la première californienne. En fait, les démocrates n'ont jamais mis de Californiens sur le ticket présidentiel. Et elle reflète donc, comme l'a dit Marie-Cécile Nave, vraiment l'Amérique d'aujourd'hui. Mais plus généralement, ce choix a ému profondément les Noirs américains et en particulier les Noires américaines, dont on sait qu'elles constituent vraiment le cœur de l'électorat démocrate. On sait que c'est elles qui votent dans des pourcentages les plus élevés pour les démocrates. C'est vraiment cet électorat qu'il faut savoir mobiliser. Et on parlait à l'instant, François Clemenceau le disait, c'est un choix raisonnable. Oui, peut-être pour ce qui est de la politique économique, mais c'est vraiment surprenant que ce soit un choix raisonnable alors qu'il s'agit de mettre une femme noire sur le ticket présidentiel. Donc on voit que l'Amérique a profondément évolué, qu'elle est probablement prête pour une femme noire vice-présidente et peut-être un jour présidente. Il y a quelques années, on n'aurait pas dit que c'était un choix raisonnable. Et ça, c'est parce que, en fait, le courage de Joe Biden dans ce choix-là, c'est d'avoir dit qu'il allait finalement écrire la grande histoire parce qu'il se sentait en sympathie en proximité avec Kamala Harris, parce qu'il considère en effet que peut-être une Elizabeth Warren était un risque
économique, social, de caricature de la part de Fox News trop important et qui n'a pas voulu le prendre, mais aussi parce que, il l'a dit, il est un président de transition qui souhaite transmettre aux futures générations un avenir, donc enlever ce parcours construit, nationaliste, protectionniste, construit par Donald Trump, et transmettre aux nouvelles générations un avenir différent, un avenir plus en reflet de la société américaine. Et par le choix de Kamala Harris, c'est ça que Joe Biden a démontré. Et je pense que sur le long terme, on se souviendra profondément de ce choix pour son courage et son potentiel de transformation. Et on voit à l'instant là, cette une de journal Yes We Can, allusion évidemment au Yes We Can des années Obama. Joe Biden avait promis de choisir une femme comme colistière. Son choix s'est donc porté sur l'ex-procureur général de Californie, Kamala Harris. Et le slogan côté démocrate, c'est « Rassembler l'Amérique ». Émilien David et Christophe Roquet. L'annonce est directe. Au bout de la ligne, Kamala Harris réalise. Elle sera peut-être vice-présidente des États-Unis, choisie par le candidat Joe Biden. Une décision saluée par Barack Obama. Elle est plus que prête pour ce poste. Elle a passé sa carrière à défendre notre Constitution et à se battre pour les gens. C'est un grand jour pour notre pays. Kamala Harris, ex-procureure de 55 ans, sénatrice de Californie, est réputée pour sa fermeté. Elle s'est fait remarquer l'an dernier par sa pugnacité lors d'auditions de proches de Donald Trump concernant les interférences de la Russie dans la dernière campagne présidentielle. Quelqu'un à la Maison-Blanche vous a-t-il déjà demandé d'ouvrir une enquête sur qui que ce soit? Oui ou non, monsieur? Peut-être suggéré? Interféré? Bref, vous ne savez pas. Avant d'être l'allié numéro 1 de Joe Biden, Kamala Harris en était l'adversaire lors des primaires démocrates. Et elle ne retenait pas ses coups. Comme lors de ce débat où elle l'accuse de s'être opposée dans les années 70 à des mesures favorisant la mixité raciale. Je ne pense pas que vous soyez raciste. Mais c'était blessant de vous entendre soutenir ceux qui ont fondé leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. En retard dans les sondages et en manque de soutien, elle renonce finalement en décembre dernier et décide de se ranger derrière Joe Biden, alors à la peine dans la course à l'investiture démocrate. Aujourd'hui, c'est la première femme noire à être désignée candidate au poste de vice-présidente des États-Unis. Un symbole fort dans une Amérique post-MeToo et post-George Floyd. Une candidate qui soutient les valeurs de la communauté noire et nous représente là où nous en avons besoin, ça va nous aider à aller de l'avant. Je pense que nous avons besoin de diversité à la Maison-Blanche. Un choix qui peut s'avérer stratégique. Car même si Joe Biden devance largement Donald Trump dans les sondages, sa campagne est minée par ses sorties polémiques sur les communautés noires et hispaniques, des électorats clés pour les démocrates. Si vous hésitez entre Trump et moi, c'est que vous n'êtes pas vraiment noir. Les gens ne le savent peut-être pas, mais contrairement à la communauté noire, la communauté latino est une communauté incroyablement variée, avec des attitudes très différentes sur beaucoup de choses. Des dérapages et une image difficile à rattraper dans cette étrange campagne sous coronavirus. Sans meeting flamboyant. Monsieur le Président, réveillez-vous. Sans foule survoltée. Kamala Harris est-elle le nouvel atout démocrate? Elle semble en tout cas être un danger pour les républicains qui réagissent avec virulence. Biden se décrit comme le candidat de la transition, mais il donne les rênes à Kamala, tout en se rapprochant de la gauche radicale. Joe le lent et Kamala l'hypocrite. Un message approuvé par Donald Trump. Elle ment. Elle a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est une personne qui a raconté beaucoup d'histoires qui n'étaient pas vraies. Elle est très forte pour augmenter les taxes.
Le choix d'une vice-présidente a rarement été aussi important. Car à 77 ans, Joe Biden a déjà annoncé qu'il ne fera qu'un mandat s'il est élu. Kamala Harris serait alors la candidate toute désignée pour 2024. Et on revient sur les noms d'oiseaux dans un instant. D'abord, Laurie Kenton, question institutionnelle quasiment. Quel est le rôle d'une vice-présidente ou d'un vice-président et quel est son poids? Est-ce que ce n'est qu'un suppléant ou qu'une suppléante, nous demande Éric de Paris? Alors, le premier rôle, c'est de jouer le rôle du président s'il n'y a plus de président. Hein, qu'il y ait une destitution, un décès, une incapacité, etc. Ça, c'est quand même c'est celui qui joue le jeu, qui devient numéro 1 après être numéro 2. Après, bon, la plupart du temps, ça se passe quand même bien. Hein, donc, le rôle au quotidien du vice-président, c'est un rôle de complément, c'est-à-dire de représentation du président quand le président y va pas, de conseiller au quotidien. Et Biden a eu ce rôle avec Obama, donc il connaît particulièrement ce fonctionnement-là. Donc il y a une complémentarité des différents rôles. Et puis ça dépend de l'attelage, ça dépend des personnalités. Donc il va y avoir le vice-président Pence par rapport à Trump, c'est pas forcément la même relation que Biden avec Obama ou Gore avec Clinton. Donc l'attelage et pas forcément la fusion, mais la relation entre les deux, la symbiose, n'est pas forcément la même. Et là, ce que Biden cherchait, c'est quelqu'un avec qui il pourrait avoir une relation de confiance, une relation professionnelle assez proche, et donc quelque chose d'un peu productif. Biden ou Obama, qui est-ce qui a avancé ce nom? On peut lire ici ou là que c'est le choix de Barack Obama, Kamala Harris. C'est une proche d'Obama depuis longtemps, même si elle est élue au Sénat que depuis 2016. Elle a été élue le même jour que Trump. Je pense que c'est sûrement une réflexion collective. C'est sûrement une réflexion collective. Il y a eu des arbitrages avec des rapports de force dans le camp démocrate qui finalement ont choisi la candidate la plus attendue, la moins inattendue. Mais je voulais compléter sur le rôle du vice-président. Ouais. Le vice-président ou la vice-présidente, c'est aussi le président du Sénat. Et donc, c'est certes un rôle surtout procédural, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va intervenir dans les débats, mais sa voix peut compter comme étant déterminante en cas d'égalité, en cas de blocage. Il faut qu'il y ait une parfaite égalité, évidemment, des voix démocrates et républicaines, mais ça peut jouer pour des lois et pour des nominations, la confirmation de nominations importantes. Femme méchante, horrible, irrespectueuse, je devrais ajouter, François Clémenceau, hypocrite, parce qu'il y a une publicité électorale qui tourne. Pourquoi il cogne si fort? Parce que c'est Trump, et puis parce que c'est sa façon de faire. C'est un boxeur, c'est quelqu'un qui ne lâche qui lâche ses coups sans se retenir vraiment. Mais ce qui me frappe, c'est justement la diversité des attaques. Autrement dit, plus vous multipliez les angles d'attaque, plus ils ont des chances de s'annuler les uns les autres. Parce qu'on l'accuse, si j'ai bien compris, à la fois d'être radical progressiste, mais en même temps, on la soupçonne aussi d'hypocrisie, comme si on ne savait pas qui elle était vraiment. Et ça va être compliqué, parce que à chaque fois qu'on va vouloir la définir, par exemple, les républicains ont toujours tendance à dire que les candidats démocrates sont ce qu'on appelle weak on crime, c'est-à-dire faibles pour punir. Or, elle, précisément, son atout, c'est qu'en Californie, elle a été dure, que ce soit en tant que procureur ou en tant que ministre de la Justice. Mais en même temps, dans ce même rôle, eh bien, elle a fait la chasse, par exemple, aux grands délinquants de l'environnement en Californie, ce qui était une cause plutôt progressiste. Pareil, par exemple, pour l'absentéisme scolaire. Elle a mis des sanctions pour les parents pour qu'ils puissent vraiment amener leurs enfants à l'école. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut classifier en disant « elle est ceci ou elle est cela ». Elle a montré qu'elle était capable, dans des rôles exécutifs régaliens importants, montrer une diversité d'attitudes. Et donc, les attaques, il va falloir qu'elles soient beaucoup plus précises que ça. Il va falloir qu'on trouve la faille. Alors, ça va être assez intéressant de voir comment les Républicains vont examiner à la loupe tous les cas qu'elle a eu à traiter quand elle était procureure, en tant que ministre de la Justice, dans ses votes au Sénat, et notamment dans les commissions d'enquête. Ils vont chercher. C'est ce qu'ils auraient dû commencer à faire et qu'ils font un peu sur le tard et un peu trop vite, là, dans la séquence d'aujourd'hui. Ça va être peut-être difficile pour le camp Trump de trouver le bon dosage de critique à l'égard d'une femme et d'une femme noire. Elsa connaît ça. Je ne crois pas que ça lui fasse peur de doser les critiques. Non, mais globalement, je veux dire, quand on voit les attaques qu'il a menées contre Hillary et puis les propos qu'il a tenus dans la campagne de 2016, enfin, je ne vais pas vous refaire le verbatim, mais je pense qu'il n'aura pas peur de l'attaquer en tant que femme noire, en tant que démocrate. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi Kamala Harris, c'est quelqu'un qui aime bien la lumière. C'est quelqu'un qui est très bonne en débat. Dans les premiers débats, d'ailleurs, elle avait complètement écrasé Joe Biden. Hein. Elle l'avait accusé
de ne pas être raciste, ce qui veut dire en gros, la question se pose. Et pourquoi n'a-t-elle pas gagné alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas gagné les primaires ? Parce que... Pas assez d'expérience encore. Pas assez d'expérience, oui. Puis elle avait en face d'elle effectivement quelqu'un qui était un peu plus rodé. Mais je pense que pour Trump, c'est un animal un peu plus compliqué peut-être que tous les autres candidats des primaires, que les autres républicains. C'est quelqu'un qui est peut-être plus à sa mesure en termes de joute verbale. Elle aime bien le jeu, elle aime bien comme ça ces débats un peu relevés. C'est peut-être un peu le risque d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui peut pénaliser à un moment Biden dans la campagne. Si elle se laisse trop prendre à ce jeu auquel Trump est très très bon. Et d'ailleurs, il y a un débat entre vice-présidents à un moment de la campagne en octobre. C'est un moment important. Elle risque de prendre le dessus sur Mike Pence. Le débat Tim Kaine-Mike Pence, honnêtement, on ne s'en souvient pas. Donc c'est un moment important dans la campagne, mais la réponse est non, manifestement. Pense que, rétrospectivement, j'ai couvert la campagne de 2016 et j'ai pas de grands souvenirs de ce débat. Après, ça dépend ce qu'elle en fera. Je veux dire, elle sera peut-être très très bonne. Mike Pence, c'est quand même un peu un été noir, et Tim Kaine encore. Enfin, c'était pas non plus une bête de scène. Donc Kamala Harris peut tout à fait créer l'événement. Elle l'avait créé pour le premier débat démocrate. Et on retient qu'elle aime la lumière. François, un mot avant d'aller à Washington avec Célia Belin. Si on est dans le jeu des parallèles et des précédents, alors évidemment, les choses sont jamais égales, et surtout quand on avance comme ça dans la chronologie, mais si on se rappelle par exemple les vice-présidentes, les candidates à la vice-présidence, il n'y en a pas eu beaucoup. Sarah Palin. Il y a eu Sarah Palin avec John McCain en 2008, c'était une catastrophe. Et avant, c'était très longtemps avant, en 84, Geraldine Ferraro avec Walter Mondale pour, là aussi, on était après le premier mandat de Reagan, et ça avait été extrêmement difficile, et c'était une première. Il faut toujours qu'il y ait une pionnière. Et deuxièmement, je crois qu'il faut quand même qu'on reste très prudent et se méfier aussi effectivement des effets d'enthousiasme qui retombent vite. Il ne va pas y avoir de vraie convention à partir de la semaine prochaine. Ce sera une convention virtuelle. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire sur le net, sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais ça n'a pas du tout la même, j'allais dire, le même déclencheur, si vous voulez, qu'une vraie convention. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont là, ça crée un enthousiasme. Et donc, si vous vous souvenez d'une élection comparable, c'est-à-dire d'un couple de démocrates qui se présente contre un candidat républicain qui veut se succéder à lui-même. La dernière fois, Bush, rappelez-vous, Bush a mi-mandat en 2004, tout le monde disait « la guerre en Irak c'est terrible, John Kerry c'est formidable », et ça n'a pas marché du tout. Or pourtant, John Kerry n'était pas nul, et son colistier, John Edwards, à l'époque, était quelqu'un dont on disait c'est nouveau, c'est frais, il a des origines sociales qui sont vraiment proches de la middle class. Ça avait été un échec. Autrement dit, rien n'est fait. Laurie Kenton, et on va à Washington. Et Kerry avait gagné les 3 débats plus ou moins haut la main. La presse était unanime. Célia Belin, vous qui avez écrit l'heure des choix face à Donald Trump pour les démocrates en Amérique, il y a un choix qui est pas vraiment fait, ou plutôt si, peut-être. Il y a une césure chez les démocrates entre une aile gauche, des électeurs jeunes notamment, et une aile centriste. Qu'est-ce qu'on va dire à tous ceux qui votaient Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, les candidats les plus radicaux pendant les primaires ? Alors cette césure est bien réelle et elle est là depuis des années. Elle s'est incarnée dans la candidature de Bernie Sanders en 2015 et 2016. Et à cette époque, le sentiment était que le leadership démocrate n'était pas à l'écoute de l'aile gauche du Parti démocrate et avait poursuivi ses politiques centristes, ses politiques de tentative d'accommodement des républicains. Et ça a beaucoup pénalisé Hillary Clinton en 2016, puisqu'on sait qu'une partie des électeurs de Bernie Sanders pendant les primaires ne se sont pas déplacés pour elle. Je pense qu'on est dans une configuration complètement différente. D'abord, le leadership démocrate sait qu'il a besoin de son aile progressiste. En 2018, aux élections de mi-mandat, il y avait déjà eu une vague progressiste qui a aidé non pas à faire la majorité démocrate, puisque ce sont les élus centristes qui ont pris des circonscriptions républicaines qui font la majorité, mais c'est elle qui apporte l'enthousiasme, qui fait sortir les minorités, sortir les jeunes à travers les mouvements, non seulement les manifestations antiracistes, mais les mouvements sur l'action climatique, les mouvements contre les armes à feu. Donc il y a des causes derrière cette mobilisation de la jeunesse, de la diversité. Et ça, le leadership démocrate maintenant l'a compris, le prend en compte. Et ce n'est pas parce que le choix finalement s'est porté sur Joe Biden, qui encore une fois veut être une figure de transition,
et là, qui a choisi Kamala Harris, qui n'est pas la plus évidente comme leader progressiste, que derrière, ce n'est pas tout un mouvement de rassemblement entre modérés et progressistes qui va à l'attaque contre Donald Trump. Je pense qu'on ne verra pas, en fait, de mobilisation progressiste anti-Kamala Harris, anti-Joe Biden. On ne verra pas d'appel à voter, d'appel à s'abstenir. Il y a vraiment une prise en compte de l'enjeu. Et cette année, l'enjeu, c'est absolument de redresser la barre, de sortir l'Amérique de cette folie trumpiste qui s'est incarnée non seulement dans l'échec fondamental du gouvernement fédéral à la gestion du coronavirus, dans la crise économique profonde que traversent les États-Unis et également la crise sociale avec des problématiques de racisme structurel que ce gouvernement ne traite absolument pas. Et donc je pense qu'il y a un seul défaut à ce ticket présidentiel réellement, c'est d'avoir un peu négligé les questions de politique économique et de politique sociale qui se seraient trouvées incarnées dans le choix d'Elizabeth Warren. Mais Joe Biden aura à cœur de prendre parmi ces candidates qu'il aurait pu choisir, donc encore une fois comme Elizabeth Warren, de leur demander de servir dans son gouvernement. On ne le sait pas en particulier pour Elizabeth Warren, mais on sait qu'il a demandé à plusieurs d'entre elles de venir le rejoindre dans ce combat. Et il a mis en place une plateforme politique qui fait l'union avec les militants de Bernie Sanders, qui fait l'union avec les militants de Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, on n'est vraiment pas dans la situation de 2016. On est dans une situation d'union nationale qui va essayer de reprendre la Maison-Blanche. Et rassembler les démocrates. François Clémenceau, je voudrais que vous commentiez quand même ces images qu'on a vues dans le reportage. Ce Joe Biden seul derrière son bureau, seul devant un grand écran, un peu lent. C'est pas enthousiasmant tout ça, ni pour la campagne, ni le candidat lui-même, honnêtement. C'est vrai, c'est très juste. Mais en même temps, regardez l'image qu'il y a en face. C'est celle d'un président qui est omniprésent, qui essaye d'avoir toutes les caméras du monde braquées sur son pupitre. C'est celle d'un homme qui prend des décisions qui sont extrêmement controversées, et pas uniquement depuis la semaine dernière, depuis 3 ans et demi maintenant. Et donc le contraste se fait sur quelqu'un qui est certes peut-être un peu lent, un peu, pas extraordinairement charismatique, mais qui est sage, qui prend pas ses décisions à la légère. Et qui offre précisément ce dont Célia parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce passage de témoin à la génération suivante. Il n'est pas en train de dire « je viens régler tous les problèmes et puis je ferai un deuxième mandat derrière et j'irai jusqu'au bout ». Non, il est vraiment celui qui incarne une forme de sagesse, mais en même temps de dire « regardez en face ». Est-ce que vous êtes prêt à 4 années de plus sur ce même rythme, avec ce même personnage, ou est-ce qu'il n'est pas temps de restaurer une partie de crédibilité et, j'allais dire, il a utilisé le mot plusieurs fois, d'éthique, de morale à la tête des États-Unis. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est le comportement de Donald Trump, pas forcément sa politique, c'est son comportement. Et donc là, je crois qu'il incarne une vraie différence. Après, la campagne est ce qu'elle est. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode du coronavirus qui oblige chacun, et lui en particulier, à rester chez lui, je pense que la campagne aurait pris un tour très très différent. Si je caricature volontairement les propos de François Clémenceau, l'argument numéro 1 de Biden, c'est de dire « votez pour moi, vous n'aurez plus Trump », au fond. Oui, mais ça ne suffira pas pour l'emporter. C'est-à-dire le discours anti-Trump, tout sauf Trump, ça ne suffira pas. Il faut qu'il ait un programme très clair. Il est assez clair sur sa plateforme, sur son site internet. Il y a beaucoup de mesures. Il s'est rallié un peu difficilement, mais quand même au Green New Deal, même si ce n'est pas tout à fait le Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, mais quand même il a mis la barre beaucoup plus à gauche. Il faut que tout ça, il le dise de manière claire dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur la situation, sur les mesures qu'il compte prendre en matière socio-économique. Il faut aussi qu'il le dise sur les impôts, parce qu'il y a eu une grande réforme fiscale de Donald Trump en faveur des plus aisés. Qu'est-ce qu'on fait pour la classe moyenne, etc. Mais il y a une différence très importante par rapport à 2016 qui met un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, à savoir qu'en 2016, personne ne pensait que Donald Trump allait gagner. Même pas lui. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il peut être réélu. Et donc ça peut être quand même mobilisateur. Son lien avec les Américains, il est constitué de quoi, le lien de Biden avec les Américains ? Il est très ancien déjà. Et il est sénateur. Kamala Harris avait 8 ans quand il est devenu sénateur.
c'est l'année de Dark Side of the Moon, Star Wars n'existait même pas, Queen était un groupe inconnu, je veux dire, c'est l'époque des dinosaures pratiquement. Et donc ce lien il s'est construit pendant très longtemps. Mais il y a surtout les années Obama. C'est le vice-président d'Obama. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un attachement à Biden qui est un attachement aussi à Obama et à l'avant, le monde d'avant, l'avant-Trump. Donc, c'est un attachement à Biden qui est en fait un attachement multiple. Elsa Conessa, vous avez signé un édito dans Les Échos. Je crois que c'était titré Biden, l'épouvantail pour Wall Street. Pourquoi cela ? Parce que vous me prenez parce que justement, il risque de revenir sur les baisses d'impôts qu'a décidé Trump. Oui, globalement, mais ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que Wall Street avait très peur que Trump soit élu en 2016. Des grands économistes des prix Nobel avaient expliqué que les marchés allaient s'effondrer, que l'économie allait être en récession, etc. Enfin, on avait vraiment prévu un scénario catastrophe qui ne s'est évidemment pas produit. Et donc aujourd'hui, tout ce qui n'est pas Trump est un peu l'épouvantail, enfin, il y a un peu l'antéchrist, quoi, ce qu'il faut absolument chasser. Donc, ce qui est certain, c'est que les marchés, les investisseurs veulent une victoire de Trump. Trump, c'est la dérégulation, c'est beaucoup plus de dépenses, mais ça, en ce moment, ça ne compte pas. Et puis, c'est surtout des baisses d'impôts. Donc, globalement, il n'y a aucune raison de changer. Et Biden a clairement dit qu'il allait augmenter les impôts. Il veut un plan de relance budgétaire, ce que les marchés n'adorent pas en général. Revenir dans le Green New Deal, globalement, c'est pas... Le New Deal, c'est un plan pour les énergies vertes ? Oui, c'est ça, pardon, oui. En tout cas, c'est peu de dire que face à lui, Biden a un adversaire plein d'égratignures. Celui qui avait gagné en 2016 dans les tout derniers jours. Peut-il surmonter les crises économiques, sanitaires et gagner le vote dans une Amérique particulièrement divisée ? Dernière nouvelle de la campagne Trump avec Aubry Perrault et Michel Bouilly. Donald Trump, piqué au vif. Hier, Vladimir Poutine a annoncé détenir un vaccin contre le coronavirus. Quelques heures plus tard, le président américain convoque la presse. Les États-Unis restent dans la course. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord avec le laboratoire Moderna pour la fabrication et la livraison de 100 millions de doses de leur vaccin candidat contre le coronavirus. On s'en sort très bien sur les vaccins. Trouver un vaccin, et si possible avant le mois de novembre, avant l'élection présidentielle. Un espoir pour Donald Trump. Avec plus de 160 000 morts, son pays détient le triste record mondial de victimes du virus et vient de franchir la barre des 5 millions de cas. Dans cet hôpital de Houston, le nombre de patients augmente toujours. Vous savez, en ce moment, je me bats contre deux ennemis. Le premier, c'est le virus. Et le deuxième, c'est la stupidité de certains. Le problème, c'est que j'ai l'espoir de gagner contre le premier. Mais pour le deuxième, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens n'écoutent pas. Des Américains indisciplinés, à l'image de leur président longtemps sceptique sur le port du masque, c'est d'ailleurs ce que beaucoup lui reprochent aujourd'hui. Je pense que porter un masque quand j'accueille des présidents, des premiers ministres, des dictateurs, des rois et des reines, je ne sais pas, ça semble bizarre. Conséquence, une cote de popularité en baisse. Le candidat accuse toujours 8 points de retard dans les sondages face à son adversaire démocrate Joe Biden et pourrait même perdre certains États qu'il avait fait gagner en 2016. Pour inverser la tendance, Donald Trump ne peut pas non plus compter sur son argument fétiche, l'économie. Le pays enregistre une chute historique de son PIB, moins 32,9%. Une récession aux conséquences déjà concrètes. Dans les rues, les files d'attente vers les banques alimentaires s'allongent. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. À cause de la pandémie, il y a tellement de gens au chômage. Il y a beaucoup de gens à la rue dans le quartier. Des Américains frappés de plein fouet par la crise. Alors Donald Trump multiplie les plans d'aide et les annonce. Dernier exemple en date, l'allocation exceptionnelle accordée aux chômeurs est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Nous allons sauver les emplois et venir en aide aux travailleurs américains. C'est généreux, nous voulons prendre soin de nos citoyens. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la Chine. Un président sur tous les fronts, à moins de 100 jours de l'élection. Et si cela n'était pas suffisant, depuis quelques semaines, Donald Trump semble chercher une échappatoire.
En juillet, il évoque l'éventualité de repousser l'échéance pour raisons sanitaires. Et sur les plateaux télé, il commence déjà à mettre en doute la légitimité des futurs résultats, farouchement opposés au vote par correspondance. Je pense que le vote par correspondance va truquer cette élection. Pouvez-vous donner une réponse franche? Accepterez-vous l'élection? Je dois voir. Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non. Un président en difficulté. Alors aux États-Unis, certains éditorialistes vont même jusqu'à imaginer que Donald Trump jette l'éponge. Scénario inenvisageable il y a quelques mois encore. Question téléspectateur Elsa Conessa, et si Trump ne se représentait pas pour éviter une blessure d'orgueil en cas de non-réélection? Est-ce que vous croyez à cette hypothèse qui circule un tout petit peu dans la presse américaine en ce moment? Moi, j'y crois pas tellement, non. Et, encore une fois, en 2016, il y a eu aussi à un moment une espèce de souhait, je ne sais pas, collectif, qu'il se retire de la course. Les Républicains, d'ailleurs, avaient commencé à élaborer un plan B. Ils avaient sorti un autre candidat, dont j'ai oublié le nom parce que c'était pas une célébrité, pour se présenter en cas de retrait. Mais ça ne correspond pas du tout à son caractère. Trump, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement combatif. Et il n'est lui-même, d'ailleurs, qu'en campagne, en fait. Fondamentalement, c'est ce qu'il aime, même quand il était, même avant le début de la campagne, il aimait rien tant que refaire des meetings, voyager, revenir toujours à Washington le soir. Mais c'est vraiment là qu'il est le meilleur, c'est ce qu'il adore faire. Donc ça me paraît un peu fou comme scénario. Le fait qu'effectivement il soit en retard dans les sondages, à mon avis, il faut prendre ça quand même un peu avec des pincettes. On a tous, je pense, ici été un peu traumatisés par l'élection de novembre 2016, où on avait tous préparé des pages et des pages pour la victoire d'Hillary Clinton et qu'on a dû refaire le journal pendant la nuit. Donc je pense qu'il faut avoir rester très prudent. Il serait capable de jeter l'éponge, François? On l'a écrit dans le journal du dimanche aussi, mais en se faisant l'écho effectivement de cet article qui était sorti dans Politico la semaine dernière. Et je pense que ça n'est pas tombé du ciel. Cette question, elle existe parce qu'elle est liée aussi à la personnalité de Trump. C'est un être qui est tellement différent, tellement atypique par rapport à tous ses prédécesseurs, qu'il a montré qu'il était capable de sautes d'humeur incroyables et de changer de décision du jour au lendemain. Et son narcissisme est tel qu'envisager la défaite, je crois, est extrêmement difficile pour lui psychologiquement. L'idée d'avoir à remettre le pouvoir à son adversaire est extrêmement difficile. Et donc, oui, je pense qu'il faut être prudent, mais qu'il faut en même temps n'exclure aucune possibilité. Et j'allais dire, lorsque vous entendez Trump dire sur une grande chaîne de télévision « Est-ce que j'accepterai le résultat de l'élection ?» On verra. Mais c'est hallucinant. Quel est le chef d'une grande démocratie dans le monde qui peut dire à l'avance qu'il n'acceptera pas le résultat des urnes? C'est fou. Et donc, en même temps, ça traduit aussi chez lui la volonté de tout faire pour que cette élection, non seulement évidemment il la gagne dans les urnes à la loyale, mais qu'en même temps il utilise tous les moyens à sa disposition pour contester un éventuel résultat qui lui paraîtrait faussé. Or, le vote par correspondance est une question cruciale, il faut le dire en 30 secondes, mais si effectivement la pandémie n'a pas disparu au mois de novembre et qu'il y a encore des millions de gens qui n'osent pas se déplacer pour aller voter, oui, il faut que le vote par correspondance puisse avoir lieu. Le problème, c'est que État par État, avec des codifications et des législations différentes d'un État à l'autre, il n'est pas certain que s'il y a des dizaines de millions de votes par correspondance, ils soient comptabilisé le jour J. Autrement dit, à 20h le 3 novembre, vous n'avez pas de gagnant et vous n'avez pas de perdant. Vous avez un résultat qui est en train d'être dépouillé. Et moi, la question que je me pose, comme énormément d'Américains et de journalistes américains, c'est est-ce qu'on a déjà vu aux États-Unis un président qui, le soir de l'élection, résiste à la tentation de dire « j'ai gagné ». Et ça nous replonge dans, rappelez-vous, l'année 2000, où vous aviez le soir de l'élection... Tuchel en Floride. Eh bien oui, ça se jouait à quelques centaines de voix. Mais en 2016, ça s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix seulement, dans un immense pays comme celui-ci. Là, la période d'incertitude qui s'ouvre le 3 novembre au soir peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et vous avez eu récemment aux États-Unis, dans un think tank, des groupes de républicains et de démocrates qui se sont amusés à faire, entre guillemets, des jeux de simulation juridique, politique, économique sur qu'est-ce qui se passerait si rien ne va comme prévu. Avec Trump, mais aussi avec la contestation qui pourrait naître dans les rues si jamais il refuse le résultat. Il a raison, Trump, de dire que ce vote par correspondance pose problème. Alors,
La science politique dit que non, on n'a jamais vu le taux de fraude est infinitésimal, il n'a jamais été prouvé que ça a avantagé un camp ou l'autre. Un État comme l'Utah pratique le vote par correspondance, et c'est pas exactement des gauchistes dans l'Utah, c'est un des États les plus rouges, donc a priori ça fait pas trop le jeu de l'extrême gauche. Et rouge aux États-Unis, ça veut dire à droite. Rouge, ça veut dire républicain. Ouais. Donc de ce point de vue-là, bon, c'est plus pratiqué par les États démocrates, mais on a remarqué qu'il n'y avait pas de ça ne favorise pas les démocrates. En revanche, ce qui va se passer, c'est que Trump a fait une publicité tellement mauvaise à ce vote-là que les républicains ne vont pas l'utiliser. Ça va être utilisé surtout par les démocrates et les indépendants. Donc, ce qui va sortir de ce type de vote, c'est un avantage aux démocrates. Et donc, ce qu'on va avoir, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup, c'est des premières estimations qui seront vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes le 3 novembre au soir, qui seront peut-être favorables aux républicains, en tout cas ici et là, et qui vont s'amenuiser et devenir favorables aux démocrates au fil des semaines, parce que ça va prendre très longtemps. C'est comme, on a déjà l'habitude avec la Californie, un certain nombre de circonscriptions, ça met des jours et des jours à se décanter, et finalement on a le résultat bien après la soirée électorale. Là, on risque d'avoir ça, un Trump qui dit « j'ai gagné », et les démocrates qui disent « peut-être pas », et finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, on voit la vapeur s'inverser, et il dit « mais c'est évidemment truqué, puisque les démocrates ont gagné ». Quelle carte a-t-il encore en main, Marie-Cécile Nave, Donald Trump ? Je crois qu'on est à 83 jours de l'élection. Il a la carte du storytelling, de la sécurité, de la menace identitaire, l'Amérique fermée sur elle-même. Ça lui a bien réussi en 2016, donc il va continuer à jouer cette carte-là. On n'a pas de programme précis, on a un projet de société, mais pas de programme précis. Et ensuite, pour rester toujours dans les questions de modalité du vote, eh bien, probablement que dans les États républicains ou dans certains districts des États républicains, contraindre le vote, empêcher les minorités, notamment et aussi les jeunes, d'aller voter, ça va être un vrai sujet de préoccupation pour les démocrates depuis 2013, puis un arrêt de la Cour suprême de 2013. Les États ne sont plus sujets à une censure de la part du gouvernement pour organiser le vote tel qu'elles le veulent. Pour le dire autrement, on peut restreindre l'accès au bureau de vote à certaines catégories de population si on le souhaite. Donc exiger une carte d'identité avec photo, interdire aux gens d'aller voter dans le bureau de vote proche de leur domicile, séparer le jour de l'inscription et le jour du vote. Élection. Oui, mais ça va viser très certainement des électorats qui sont anti-Trump, notamment les Noirs, les Hispaniques, les jeunes, district par district, dans un découpage électoral qui est lui-même très partisan aux États-Unis. Laurie Kenton ? Il va y avoir, on l'a déjà vu là, cette année, des disparités géographiques très importantes. Et on l'a vu en Géorgie, où début juin, la primaire a été absolument apocalyptique. Les machines ne marchaient pas, elles étaient livrées le matin même, il n'y avait pas les techniciens. Moi, c'était le chaos total. Et là, le deuxième tour, si on veut, là où il y avait un deuxième tour qui était mardi dernier, enfin hier ou avant-hier, ça s'est plutôt bien passé. Donc, au même endroit, il y a aussi une volonté de faire en sorte que ça se passe mieux. Donc, on apprend aussi des leçons. Il va y avoir des volontés de coups tordus. Donc, ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des questions techniques qui vont être très variables dans un même État. En revanche, sur ce qui pourrait se passer, on a vu en 2018, avec la caravane de migrants qui remontait, là, comme dans un film de zombies, progressivement. Le long de l'Amérique centrale. Et puis finalement, les démocrates ont gagné quand même. Il y a aussi une usure des coups de Trump, du genre, c'est la Chine, les migrants, etc. Ça a marché un peu, là, on a un peu l'habitude, quoi. Donc je ne suis pas sûr que ça prenne autant. L'un des plus gros budgets de campagne pour les deux camps d'ailleurs, au-delà le premier c'est évidemment les dépenses de publicité politique à la télévision, le deuxième Ils ont des ou le slogans troisième d'ailleurs les deux camps déjà ou pas ? Pas encore. Build back better. Alors oui, bien entendu, mais j'ai pas entendu. Build back better. Ce qu'on peut traduire par reconstruire mieux. Une belle allitération. Et après, vous aurez dans ces budgets de campagne qui sont faramineux, qui augmentent, vous le savez, tous les 4 ans, l'un des plus gros budgets après celui de la publicité, ce sera celui des avocats. Des avocats qui iront se battre dès le 4 novembre devant les tribunaux locaux, devant les tribunaux fédéraux et peut-être devant la Cour suprême pour aller arracher la victoire. Célia Belin, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, question toute simple, alors pas forcément à l'analyste politique, mais à l'observatrice au moins, l'ambiance aux États-Unis en ce moment, c'est quoi ?
Alors, je suis frappée par deux choses complètement différentes. D'une part, toutes les conversations que je peux avoir avec évidemment les voisins ici à Washington, mais aussi en dehors. J'étais sur les routes américaines dans tous les États du nord des États-Unis, mais également en Virginie, Virginie occidentale, Tennessee, Caroline du Nord cet été. Les conversations sont globalement très négatives vis-à-vis de Donald Trump. Les gens lui reprochent sa gestion du coronavirus, les gens lui reprochent le fait de douter systématiquement d'une vérité scientifique et de désunir le pays. On a vraiment une critique massive de gens de toutes conditions. Mais par ailleurs, j'ai pu noter, encore une fois, sur ces routes américaines, une profusion de drapeaux Trump-Pence 2020 chez toutes sortes de personnes, devant toutes sortes de maisons, à toutes sortes d'endroits, dans des milieux ruraux évidemment, mais aussi dans des petites banlieues résidentielles. Et au cours de ces pérégrinations, j'ai vu 2 minuscules petits drapeaux pour Biden et uniquement à l'entrée d'une grande ville. Et donc, j'en conclus tout simplement qu'il y a une mobilisation très forte des supporters de Donald Trump, qu'il y ait une volonté de cette minorité qui se sent absolument assiégée, qui est terrorisée par le fait que Donald Trump pourrait ne pas être réélu, une volonté de s'exprimer. Et on l'a vu dans des manifestations qui rassemblent à peine quelques centaines de personnes, des gens qui viennent surarmés pour impressionner, pour faire peur. C'est la même volonté quand on met un grand drapeau Trump-Pence ou Stop the Liberal Media, arrêter les médias de gauche, qui revendique son identité. Donc c'est une mobilisation identitaire qui s'accompagne souvent de drapeaux confédérés et qui s'exprimera, comme l'a rappelé Laurie Kenton, si on a des doutes au lendemain de cette élection parce que les premiers résultats devraient favoriser Donald Trump, puisqu'on sait que la majorité des gens qui vont venir voter le 3 novembre seront pour Donald Trump, alors que la majorité du vote par correspondance sera pour Joe Biden. Ces gens-là, on les entendra à ce moment-là. On les entendra après, dans les quelques jours après, et là, il pourrait y avoir des tensions, et la gestion de la crise par Donald Trump sera cruciale. Alors, si le Covid a évidemment fait plonger l'économie américaine, elle avait des faiblesses qui existaient avant. Le taux d'endettement des ménages et le logement, la classe moyenne frappée de plein fouet de ce point de vue. Illustration avec ce reportage C'est dans l'air à San Francisco. Barbara Steck, Clément Voyer avec Pierre Barbin. C'est devenu l'ultime solution. Au cœur de la Silicon Valley, les camping-cars stationnent les uns derrière les autres. Un logement de fortune pour de nombreux Américains, incapables de s'offrir un logement décent. Parmi eux, Janet, 62 ans. Donc là, vous voyez, c'est mon lit. C'est assez difficile de le faire le matin. Là, c'est ma salle de bain. Il y a une porte qui se ferme. Il y a aussi un lavabo et des toilettes. On doit vidanger le système toutes les 2-3 semaines. À peine 10 mètres carrés, loué $600 par mois. La retraitée vivait pourtant dans un appartement il y a encore peu de temps. Quand mon fils a eu 18 ans, j'ai arrêté de percevoir la pension alimentaire. Donc mon objectif, c'était de partir, de trouver un endroit plus abordable pour moi, ailleurs aux États-Unis. J'ai complètement vidé mon appartement. J'ai mis toutes mes affaires dans un garde-meubles pour partir. Et au final, on m'a diagnostiqué 2 maladies graves, dont un cancer du sein. Janet se retrouve donc coincée ici, dans ce camping-car. Et la retraitée fait la chasse à la moindre dépense. J'allume juste un tout petit peu cette lampe, simplement pour voir. Comme Janet, de nombreux Américains n'arrivent plus à vivre dans un logement décent. Car le pays entier vit aujourd'hui une crise immobilière tenace. Dans les grandes villes, les loyers explosent. $3 690 en moyenne chaque mois pour un appartement à San Francisco. Alors la contestation monte, surtout dans les villes environnantes. Parmi ces manifestants, ce jeune Américain de 22 ans vit dans un garage, faute de mieux. Tout juste diplômé, il sait que des solutions existent. Regardez dans les grandes rues, dans le centre-ville de Berkeley. Il y a des bâtiments vides partout.
Il n'y a personne dedans. Ils ne servent à rien. Et nous, on connaît une grave crise immobilière. On a besoin des politiques. C'est pour ça qu'on manifeste. C'est leur problème, faire en sorte que tout le monde ait un logement. Il y a des milliers de sans-abri à Berkeley, on ne peut pas l'ignorer. Des logements vides, des loyers trop chers. Pour ces jeunes Américains, louer un appartement est aujourd'hui utopique. Heureusement, moi j'ai pu retourner chez mes parents. Mais c'est impossible de travailler 40 heures et payer son loyer. Donc les gens travaillent 60, 70 ou même 80 heures par semaine, juste pour payer les factures. Une crise immobilière qui touche les étudiants, mais aussi les professeurs, obligés de vivre loin de leur école. Pour mettre fin à cet exode, ce campus près de San Francisco semble avoir trouvé la solution. Pour l'instant, ce n'est qu'un parking. Il est juste à côté de nos bâtiments. C'est ici qu'on va construire 122 appartements pour le personnel éducatif. Un vaste chantier financé par le contribuable et voté localement en 2018. Tous ces appartements auront un loyer au rabais, moins 50% par rapport à celui du marché. Et pour le personnel, c'est un gain de temps quotidien bénéfique. Aujourd'hui, on a des professeurs qui habitent à plus de 2 heures d'ici. Certains ont dû prendre un deuxième travail. C'est beaucoup de stress. Ils s'en passeraient bien. Nous, on veut que notre personnel se consacre uniquement à nos étudiants. À la crise immobilière s'ajoute la crise sanitaire. Incapables de payer leur loyer, près de 40 millions d'Américains pourraient perdre leur logement d'ici à la fin de l'année. Voilà, reportage tourné avant la crise du Covid, hein, c'est facile de le voir. Les gens n'ont pas de masque. On se souvient que la crise de 2008 était partie sur des questions de prêt immobilier. Est-ce qu'on en est là? On est au bord d'une nouvelle crise à propos de l'immobilier et du logement aux États-Unis? Non, mais ce qui est intéressant avec la crise du Covid, c'est que justement, contrairement à la crise des subprimes en 2008, qui concernait les propriétaires, ceux qui avaient beaucoup trop emprunté, ou en tout cas à des taux absolument impossibles à rembourser, c'était la crise des propriétaires, des petits propriétaires. Là, vous êtes devant la crise des locataires, c'est-à-dire tous ces gens qui sont en ville, qui ont vu leurs revenus baisser ou carrément leur salaire impayé et qui aujourd'hui n'ont plus de quoi payer leur loyer. Et donc, soit ils sont mis dehors, soit les villes ont un programme social qui leur permet de tenir, de faire la rallonge qui leur permet de tenir. Mais vous avez cité le chiffre tout à l'heure du chômage aux États-Unis, vous avez énormément de gens qui, malgré la prime de perte d'emploi, ouais, si vous voulez, qui a été versée par le gouvernement fédéral et qui va probablement prolonger, mais diminuer, ouais, eh bien, ils n'ont plus de quoi payer. Donc, comment on fait? Et donc, vous avez des gens, ce ne sont pas des pauvres, ce sont des gens qui ont un salaire, qui sont dans la classe moyenne, qui gagnent 3 à 4 000 $ par mois, parfois plus, mais qui n'ont plus de quoi payer le loyer parce que non seulement le loyer est cher, mais en plus, quand vos revenus baissent, vous ne pouvez plus payer. Et donc, cette crise-là, elle se surrajoute à la crise de la classe moyenne dont les revenus ont soit, dans le meilleur des cas, augmenté très légèrement, ce qui était le cas à la fin du deuxième mandat d'Obama, soit stagné sous l'ère Trump. Les revenus de la classe supérieure ont largement augmenté, mais ceux de la classe moyenne ont stagné, voire baissé. Donc c'est très serré, c'est très difficile. Et si vous rajoutez à ça, évidemment, ce qui est un peu évoqué dans le sujet, c'est-à-dire la difficulté de revenus des étudiants, qui ont à affronter cette crise du logement et en plus la crise du remboursement des emprunts étudiants, vous avez un phénomène de bulles successives comme ça qui s'alignent et qui peut être effectivement très dangereux. Elsa Conesa, une caractéristique de l'économie américaine, cela dit, c'est qu'elle peut repartir aussi vite qu'elle s'enfonce. C'est vrai aussi du logement d'ailleurs. On voit des gens, comme vous le disiez, c'est une crise de locataires en fait. L'exemple des grandes villes est frappant, mais les Américains sont des gens très mobiles. Donc ils déménagent très vite quand ils perdent leur emploi et puis ils reviennent aussi très vite. De même que le marché du travail américain détruit énormément d'emplois très rapidement, très brutalement et se remet en recrée. En fait, l'économie américaine, elle recrée des emplois depuis le mois de mai, ce qui n'est pas le cas en Europe. Elle en recrée moins en juin qu'en mai, elle n'a pas rattrapé. Oui, mais elle n'a pas rattrapé évidemment les emplois détruits au mois d'avril, mars-avril, mais elle en recrée. Donc c'est quand même une économie très élastique, qui a une capacité de rebond incroyable. On a du mal à comprendre ça en Europe, où effectivement les crises mettent un peu plus de temps à produire leurs effets et on met aussi plus de temps à en sortir.
Il y a des négociations entre démocrates et républicains en ce moment pour un plan de soutien à l'économie. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Trump a signé des décrets pour pousser les choses. Quelles mesures prend-il et est-ce que ça peut avoir une influence sur l'élection américaine, les mesures économiques qui sont prises en ce moment? Trump a pris un décret, il a signé 3 mémorandums qui ne sont absolument pas contraignants. C'est ça qu'il faut voir, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est de la communication. Il dit qu'il a pris des décisions parce que le vilain Congrès est incapable de... Donc lui, il fait. Alors déjà, c'est inconstitutionnel, c'est un président qui ne connaît pas sa constitution, il n'a pas le droit de faire ce qu'il dit qu'il fait. En plus, il ne le fait pas vraiment, puisque ce qu'il fait, c'est pas contraignant. Donc, mais ça, les gens qui l'écoutent, de toute façon, soit ils boivent ses paroles et ils pensent que c'est le sauveur du monde, et donc de toute façon, ils vont voter pour lui, c'est pas un vote gagné, soit de toute façon, ils le détestent et ils vont même pas faire attention de savoir si c'est légal ou pas, ils le détestent et ils voteront pour Biden. Donc ça va pas changer grand-chose, peut-être à la marge, ils voient qu'au moins, il se bat, ils font pas trop attention aux détails, c'est ça l'impression principale qu'ils donnent, c'est il se bat pour les Américains, mais en face, il y a Kamala Harris qui se bat pour the little guy, pour le petit gars du Midwest. Donc finalement, cette espèce de communication, elle va dans le même sens et ce sera celui qui sera le plus convaincant, mais pas forcément le plus réaliste, en fait, le plus dans les clous. Mais ce qu'il dit n'a absolument aucune incidence sur la réalité. Nous repassons à vos questions. Marie-Cécile Nave, que pourrait faire Joe Biden pour redresser l'Amérique que lui laisserait Trump? Alors j'ai retenu le Green New Deal, j'ai retenu qu'il veut augmenter les impôts. Quoi d'autre? Vaste question. Je crois que ça va beaucoup se jouer sur le style de leadership et la crédibilité aussi des États-Unis à l'international, certes auprès des marchés financiers, mais aussi auprès des grandes entreprises et auprès des gens qui investissent d'une manière générale aux États-Unis. Et donc, il y a des choses qui vont se passer du côté de la loi, évidemment, du côté de certaines mesures, du côté de certains décrets, executive orders. Ça va dépendre aussi de qui gagne le Congrès. Est-ce qu'au Congrès, la Chambre des représentants va rester démocrate? Ça semble bien engagé. Est-ce que le Sénat va passer côté démocrate? Ça semble beaucoup plus dur. Et à partir du moment où, dans une Amérique qui est extrêmement polarisée entre les démocrates et les républicains, où vous avez besoin d'accord au Congrès pour mettre en place des lois qui peuvent avoir une incidence très importante sur l'ensemble du pays, eh bien, c'est compliqué. Si le Sénat reste à droite avec un Joe Biden à la présidence, ils ne vont pas lui faire de cadeaux. Comment justifie-t-il les hausses d'impôts? Biden, comment justifie-t-il son programme de hausse d'impôts? Il le justifie par le fait que les très grandes entreprises et les très aisés ont été vraiment beaucoup gâtés par Trump. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les républicains l'ont suivi, malgré tout ce qu'ils pensaient de lui pendant les 4 ans. Et donc c'est une injustice sociale, dit-il, pour la petite classe moyenne, à laquelle Trump s'était adressé quand même pendant la campagne de 2016, et la promesse n'a pas été tenue. La classe moyenne américaine, elle s'estime pas victime de la politique fiscale de Trump. Elle n'a pas souffert des hausses d'impôts, des baisses d'impôts, pardon. Elle n'a pas été favorisée. Ça part du gâteau. Oui, mais en fait, tout son discours sur la réindustrialisation du pays, c'était vraiment destiné à la classe moyenne blanche. Et ça, elle le suit comme un seul homme là-dessus, parce que les démocrates ne sont pas crédibles, en fait, sur ce sujet. Comme les promesses n'ont pas été tenues, elle est quand même un peu partagée. Et pardon, François Clémenceau, proposer des hausses d'impôts, c'est risqué en une élection présidentielle américaine? Quand vous promettez de taxer les plus riches, le 1%, mais pas uniquement le 1%, tous ceux qui gagnent plus de 400 000 $ par mois, c'est assez réconfortant pour la classe moyenne. Mais effectivement, Elsa a raison, cette classe moyenne qui n'a pas vu ses revenus augmenter depuis presque 20 ans maintenant, elle réclame sa part du gâteau, elle réclame sa part du rêve, elle réclame sa part de cette économie justement qui est si réactive et si capable de créer de l'emploi, de la prospérité. Elle réclame cette part-là. Elle ne l'a pas eue, elle a subi toutes les crises les unes après les autres et elle n'a jamais eu l'occasion véritablement de rebondir. La classe moyenne supérieure, oui. Les plus riches, oui. Les grandes entreprises, oui, avec ces déductions fiscales très très importantes. Mais la politique de Trump,
qui s'adressait à la classe moyenne, elle n'en a pas vu le résultat, si vous voulez. Donc c'est vrai, pendant 4 ans, elle a attendu et elle n'a rien eu. Ça ne veut pas dire qu'elle en a conçu énormément de colère à l'égard de Trump, mais c'est une impatience qui existe et c'est très difficile. Et après, encore une fois, il n'y a pas un seul démocrate, si vous voulez, qui fait campagne aux États-Unis pour qu'il y ait moins d'États, pour qu'il y ait une baisse de l'impôt qui va servir à des programmes fédéraux importants. On parle beaucoup de la reconstruction aux États-Unis, notamment dans les infrastructures qui sont catastrophiques. Là-dessus, il n'y a pas eu véritablement un boost d'un plan Trump quelconque. Donc oui, c'est une Amérique qui a besoin aujourd'hui, peut-être que les plus riches payent beaucoup plus, mais pas pour satisfaire qui que ce soit, à part les infrastructures qui sont criantes de décrépitude dans beaucoup d'États. Et puis, on a parlé d'un mot de crédibilité. Il y a un problème de crédibilité, si vous voulez, et notamment à l'international. Joe Biden avait la possibilité, par exemple, de mettre sur son ticket une femme comme Susan Rice, qui, elle aussi, est une femme de couleur, qui a une grande expérience de politique étrangère. Je crois que s'il ne l'a pas fait, c'est précisément pour s'orienter et donner l'image qu'il veut s'adresser d'abord aux Américains de l'intérieur sur leurs problèmes, sur les problèmes de société et les problèmes économiques et sociaux, plutôt que d'avoir une femme compétente sur les grandes questions géostratégiques et géopolitiques, mais qui n'aurait pas pu combler ce sentiment d'être un peu abandonné par l'État. Laurie Kenton, quel va être le rôle d'Obama durant la campagne démocrate, nous demande Marc dans les Alpes-Maritimes. Obama est un petit peu en surplomb, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Il y a, disons, le spectre d'Obama qui plane toujours. Il ne faut pas qu'il soit trop présent parce que sinon il va un petit peu voler la vedette. Donc il faut qu'il laisse faire le numéro 1, c'est-à-dire Biden, la numéro 2, Harris, mais il est toujours là, c'est-à-dire qu'il y va de son petit tweet. Il y a une économie de la parole d'Obama qui est en contraste flagrant avec le déversoir ininterrompu de Trump. Là, on a vraiment une étude en contraste qui est absolument merveilleuse. Et la parcimonie de la parole d'Obama a une valeur, justement, là-dessus. Donc, il donne des messages. Parfois, quand il y a un peu de doute, il envoie un message d'approbation. Et donc, finalement, si Obama a dit que, c'est que c'est bien. Le fait qu'il ait appuyé tout de suite Kamala Harris, ça permet d'éviter que certains disent « Ah, mais Kamala Harris, elle est trop ceci, elle n'est pas assez cela ». Moi, je trouve Obama très présent sur les réseaux sociaux en particulier, et Michelle Obama aussi. Et en particulier, ils appellent au vote. Ils appellent les jeunes à aller voter en disant c'est bien de manifester dans la rue, de dire votre désaccord par rapport à cette Amérique, des violences policières, du racisme, du climat, etc. Mais il faut que vous alliez voter. Et plusieurs fois par semaine, il appelle à cette mobilisation électorale par des canaux qui s'adressent aux jeunes, donc Instagram en particulier, sa fondation Obama, et puis via son épouse qui, elle aussi, a ses propres réseaux. Et Michelle Obama sera la première à s'exprimer lundi prochain au démarrage de la convention de Milwaukee. Joe Biden, Célia Belin, est-il favorable à une couverture santé universelle pour les Américains ? Alors, Obama est... pardon, pas Obama, Joe Biden. C'est un lapsus révélateur puisqu'on dit que Joe Biden, bien sûr, s'inscrit dans la continuité de Barack Obama, en particulier sur la question de la couverture santé universelle, puisqu'il souhaite construire à partir de Obamacare, rétablir les différents aspects qui ont été affectés par les législations républicaines qui sont passées et qui ont notamment enlevé cette obligation des Américains de prendre une couverture santé. Et donc ça, il va le rétablir. Il va donc construire à partir d'Obamacare en espérant rétablir une universalité de cette couverture la plus large possible. Et ça, je dois dire, vous posiez la question tout à l'heure, savoir que va faire Joe Biden pour redresser l'Amérique. C'est un des points principaux puisque, comme l'a rappelé François Clemenceau, on a deux aspects. On a d'une part les salaires qui ont stagné et qui ont stagné par exemple pour les hommes de la classe moyenne depuis pratiquement 40 ans, pas d'augmentation salariale, et dans le même temps les coûts qui ont explosé. Ce n'est pas seulement les coûts du logement, mais c'est également les coûts de la santé qui ont fait x4 depuis les années 90, c'est les coûts des études supérieures qui ont extrêmement augmenté, ce sont les coûts du logement, ce sont les coûts
de la garde d'enfants. Aujourd'hui, la garde de 2 enfants, et c'est pratiquement un loyer pour une famille. Donc les coûts explosent dans tous les sens. Je dois vous couper parce qu'on arrive au terme de l'émission. On a compris il nous reste une question, François Clemenceau. La position de Kamala Harris sur des sujets tels que la peine de mort, l'IVG, le mariage homosexuel, les sujets sociétaux, disons comme ça. Elle est progressiste sur les droits des femmes, mais elle est conservatrice, mais elle est en même temps opposée à la peine de mort. Elle l'a longtemps prouvé, elle a très longtemps résisté, y compris à des élus démocrates en Californie, pour ne pas imposer la peine de mort pour les crimes fédéraux. Mais elle a montré aussi qu'elle était très très dure sur le crime, et donc elle est capable de prendre des mesures de grande punition extrêmement sévères, zéro tolérance pour les petits délits, les moyens délits et les délits les plus graves, notamment les délits financiers. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rediffusion ce soir à 22h40. Et pour le direct, je vous retrouve avec grand plaisir demain autour de 17h45. Excellente soirée sur France 5. Dans un instant, nous allons travailler la terre, mais cette fois...